Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Conscience Historique, votre émission qui passe sur Télé7, la télévision républicaine. Il y a quelques jours, nous avons eu la rentrée. Cela nous donne l'occasion de parler d'un thème relatif à l'école. Nous allons parler aujourd'hui de l'école et l'éducation en RDC. Mon invité est le professeur André Lukusa Menda. Le professeur André Lukusa Menda est docteur ès lettres, professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale. Il dirige une association de critique littéraire. Il est directeur de la rédaction de Congo Liberté. Congo Liberté, c'est cette association qui produit ce magazine, donc Congo Liberté, magazine de liaison de la Maison de la laïcité de Kinshasa. C'est le premier numéro qui date de janvier-juin 2012. Et vous voyez bien que le thème de ce magazine, c'est l'école et l'éducation au Congo. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Je dois dire que le professeur Lukusa est un confrère journaliste. Il a œuvré dans plusieurs revues. Il a été chef de rédaction dans le Soft de Finance, dans le Soft, dans Politique Hebdo, dans l'Aurore. Donc nous naviguons dans les mêmes eaux. Le professeur Lukusa a écrit aussi plusieurs livres. Vous pouvez peut-être nous citer quelques livres que vous avez écrits? Oui, toujours autour de la critique littéraire. Il y a la littérature congolaise et sa critique en collaboration. Il y a Questions de littérature congolaise. Et puis il y a la lecture sémiotique du récit. Et il y a la francophonie. Nous y sommes avec la francophonie. Nébuleuse lumineuse au cours des grands. Et il y a d'autres écrits scientifiques à caractère pédagogique pour les formations doctorales. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre entretien. Voilà, mais au moins c'est pour vous présenter. Merci. Alors, ma première question, professeur Lukusa, je vois que vous consacrez votre premier numéro à l'école et l'éducation au Congo. Parlons un peu du système éducatif d'hier. Ici chez nous, l'école est le lieu de transmission des savoirs. Comment fonctionnait l'école traditionnelle? Mais là, vous commencez par un piège, professeur, parce que moi, quand j'ai parlé de l'école, l'école c'est un concept, je peux dire, moderne. Il est vieux, puisque ça remonte au grec et au latin, et puis pour les temps actuels à Charlemagne. Mais il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à l'école dans nos sociétés. Et je peux dire que dans nos sociétés, il y avait pas l'école, mais l'éducation. Et l'éducation, elle était à la fois systématique et diffuse. Pour nous arrêter à ces deux caractéristiques-là. Elle était systématique parce que, par exemple, pour les garçons, tous les enfants du même âge étaient pris ensemble et amenés loin des villages pour subir leur initiation. Et là, ils apprenaient, je ne peux pas vous l'apprendre à vous, puisque vous êtes non seulement confrère journaliste, mais aussi... bon, donc les enfants de chaque âge, de chaque génération, étaient pris à un certain âge, entre 13 et 14 ans, pour subir leur initiation. Et je pense que cette pratique continue encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 40% de Congolais qui habitent les villes, et le reste est dans... Mais il y avait aussi... Ça, c'était systématique parce que c'était à chaque génération que ça se passait. Mais il y avait ce que j'appelle l'éducation diffuse, qui était l'affaire de tout le monde, en priorité des parents, qui devaient apprendre à leurs enfants ce qu'ils devaient faire en tant que membres d'une société donnée et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais l'éducation était aussi l'affaire de la grande famille et pratiquement de tous les villages. De sorte que elle se faisait, pratiquement les sociétés modernes y reviennent. Hein, par exemple, l'éducation à la citoyenneté que nous défendons dans ce numéro, ce n'est pas une éducation de type vraiment systématique. Quand vous venez chez nous, c'est toutes les phrases, les murs vous parlent de l'éducation, la bibliothèque, etc. Donc, dans la société traditionnelle, il y avait d'un côté, surtout pour les garçons, cette prise en charge systématique de tous les jeunes, et il y avait aussi la prise en charge de tous les jeunes, filles et garçons, par l'ensemble de la société. Disons que
sans qu'on parlât d'école à l'époque, il y avait une éducation active et efficace. Mais vous voyez que vous vous sortez bien du piège, si piège il y a. Non, en fait, si je vous ai parlé d'école traditionnelle, c'est à la suite du livre du Père Ekwa que j'ai lu. Le Père Ekwa dit qu'il avait l'âge de 9 ans, 10 ans au village. Et là, la nuit, le soir, il parlait, les anciens leur parlaient d'astronomie, on montrait les étoiles, on parlait des plantes, on parlait des migrations des peuples, on parlait de l'histoire du clan. Vous voyez, Oui. donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, professeur, on voit que l'école moderne chez nous a commencé avec les enfants orphelins et abandonnés, les enfants des domestiques et les jeunes esclaves rachetés. Bon, si on devait tirer un peu, on dirait que l'école a commencé avec les Chegues de cette époque-là, pourrait-on dire, à l'époque de l'EIC. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, à l'époque, le mot Chegue n'existait pas encore. Bien sûr. On pourrait peut-être parler d'enfants abandonnés, mais il faut savoir qu'à l'époque, l'école n'était pas une évidence pour les Africains, pour les Congolais. Moi, je me rappelle que dans mon village, les instituteurs donnaient la chasse aux élèves pour les amener à l'école. Même ici à Kinshasa, le père Raphaël allait courir derrière les enfants pour les amener à l'école. Voilà. Alors, ces enfants abandonnés qui étaient des orphelins et qui se trouvaient très bien d'être pris en charge par quelqu'un, eux n'avaient aucun intérêt à fuir l'école parce qu'ils trouvaient un gîte, ils trouvaient un couvert, ils trouvaient quelque part une espèce d'affection qui compensait ce qu'ils avaient perdu dans la société. Alors, est-ce que, évidemment, pour de tels enfants, l'éducateur de l'époque devenait un modèle. Donc, il fallait être un peu comme dans la famille. Souvent, les enfants ont tendance à prendre leur papa comme un modèle dans la société. Alors, c'est normal qu'avec une telle mentalité, les premiers élèves et les premiers Congolais alphabétisés, et surtout hors métropole, aient eu tendance à prendre ce comportement d'imitation, de croire que pour pouvoir faire plaisir aux Blancs, il fallait absolument faire exactement comme lui. Ce que j'appelle quelque part dans mes écrits la mentalité d'évoluer, qui ne nous a pas encore totalement quittés, je crois. C'est un point de vue. Oui. Bon, disons, en tant qu'historien, je suis toujours frappé. Je me dis, on n'a pas pu encore faire cette étude. Mais si on devait faire cette étude, voir ces enfants abandonnés, qui sont devenus, qui ont pris un rang social dans la société, vous voyez, il y a eu peut-être un renversement, vous voyez, dans le rapport. Oui. Dans le rapport qu'il y a eu, il y a eu certainement y avoir un renversement de rapport pour les enfants abandonnés, les enfants qui étaient amenés à Boma ou dans des écoles pour les orphelins, les enfants qui étaient sous la tutelle de l'État. Ces enfants sont devenus par la suite des messieurs, pourrait-on dire. Et bon, ils ont remplacé, disons, il y a eu un changement d'ordre peut-être, mais je crois que les études n'ont pas été vraiment menées pour savoir, disons, la génération de ces gens-là que ça a donné. Alors, nous sommes dans les années 1920. Il y a un Congolais, Paul Panda Farnana, qui est le premier universitaire congolais. Il vit en Belgique au début du XXe siècle. Et lui, il demande l'implantation de l'école laïque au Congo. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Qu'est-ce qu'il voulait par là? Mais à mon sens, je pense que ce n'est pas étonnant. Parce qu'il faut se rappeler que Paul Panda Farnana, je pense qu'il y a un professeur de l'IPN, le professeur Kaloubi, qui a été le premier à attirer l'attention sur la personne de Paul Panda Farnana. C'était peut-être le père Bontink. Oui. Il n'a pas étudié seulement en Belgique, où il y avait une laïcité bouillonnante et encore en train de se rechercher. Mais il a étudié aussi en France, où la laïcité était un fait de société. Donc, Paul Panda Farnana ait été sensible aux bienfaits de l'école laïque, c'est-à-dire de cette école
publique organisée par l'État et obligatoire pour tous les enfants qui doivent y aller, et surtout gratuite, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Professeur Lukusa, l'école laïque a promu la mixité à l'école au Congo. Est-ce que cela a été une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce qu'à l'époque, il y avait des Cassandres, des prophètes de malheur qui réclamaient la création de maternités à côté des écoles laïques en disant s'il y avait des écoles mixtes avec des filles et des garçons, il faudrait prévoir des maternités à côté. Mais vous savez que c'est très curieux, très étonnant d'entendre poser une telle question aujourd'hui parce que nous sommes à l'époque du gender. On est en train, la femme s'est battue pour tailler sa place dans la société. Et nous sommes à l'époque où, parmi les thèmes de campagne, on dit que tel candidat a comme acquis de son mandat d'avoir fait en sorte que la femme ait le même salaire que l'homme. Bon. À cette époque, dans ce début du XXIe siècle, on ne peut pas, on doit plutôt féliciter ces gens-là qui ont eu l'idée déjà de mettre la femme au même rang que l'homme, au niveau de l'alphabétisation. Et puis je vais vous dire une chose, peut-être la seconde raison pour laquelle on doit les féliciter, c'est que il y a la fascination du fruit défendu. Quand on met la femme dans une espèce de vase clos, on dit c'est l'objet de convoitise, il ne faut pas y regarder, il ne faut pas ceci. Vous excitez justement les gens à aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Mais lorsque l'être de la femme devient un être normal, le mot est à la mode, et disons, devient banalisé, et du coup, cette fascination s'exerce moins. Je vais vous raconter une petite expérience vécue. J'ai étudié dans une université qui était dirigée par des socialistes, et très vite... Ça, c'est en France. Oui, c'est en France. Ouais. Et très vite, il y avait ce courant de mixité. On s'est retrouvé avec, dans les homes universitaires, cette porte ici, une fille, la porte suivante, un garçon. Pendant ce temps-là, 100 km plus loin, il y avait une autre université où l'internat des filles était clôturé et par des barrières par les gardiens. Il s'est trouvé que quelques années plus tard, il y avait plus de filles mères dans cette université-là que dans la nôtre, où on voyait les filles sortir des douches avec juste les choses, la sortie des bains. Ça n'étonnait plus personne. C'était normal, elle faisait partie du paysage. Oui, voilà une histoire édifiante. Parce que vous savez que chez nous, même dans les années 61, il y a un prélat que je ne citerai pas qui interdisait que les garçons et les filles nagent dans la piscine de l'université aux mêmes heures. Mais je vous fais remarquer, professeur, que du temps où nous étions gosses, les femmes de l'Afrique, les femmes du Congo se promenaient les seins pendants. Oui. Il y avait moins de viols qu'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il faut retourner à cet état? Non, je ne dis pas. Mais c'est pour vous dire que... Mais il y a une tendance en Europe maintenant à la télé où on voit des femmes qui réclament d'avoir les seins nus au dehors. De toute façon, c'est pas, il suffit d'aller à la plage. Hein. Ok. Bon. Professeur Lukusa, la Belgique s'est lancée dans le temps dans la création des écoles de fils de chefs. L'objectif était de bien administrer les chefferies et les secteurs. Mais l'expérience n'avait pas duré très longtemps, seulement 5 ans. Est-ce que vous pensez que cette expérience peut être renouvelée de nos jours? Vous posez la question à quelqu'un qui préconise l'école laïque, s'il faut maintenant avoir des écoles spécialisées. Vous savez, avant ce numéro dont nous parlons, il y avait un premier numéro 00 où on essayait d'explorer dans tous les sens le concept de la laïcité. Et l'objectif de la laïcité, justement, c'est de mettre tous les citoyens au même pied d'égalité, d'éviter l'exclusion ou la discrimination. Et donc, par principe, si la Belgique a pris l'initiative de créer des écoles pour des enfants de chefs, c'est déjà créer des privilèges au sein de la même société, c'est déjà s'aimer la zizanie. Et puis je vais vous dire, j'ai vécu cette expérience d'école
Je ne sais pas si c'était l'école des chefs ou... Dans ma chefferie, il y avait un chef analphabète et un chef qui avait fait le petit et le grand séminaire. Alors, les Belges ont cru qu'en prenant celui qui était alphabétisé, le dialogue allait être plus facile entre eux et lui. Ils se sont rendus compte que l'homme alphabétisé, déraciné complètement, n'avait aucune audience dans la population et n'avait pas d'assises. Donc, au nom de l'école républicaine dont je parle dans le magazine, et au nom aussi des tendances modernes, et surtout au nom de la nécessité historique qui veut que... Nous sommes en train ici de discuter de la conscience historique. Pourquoi? Parce que nous voulons devenir une nation. Mais une nation n'est pas faite de classes privilégiées et des classes qui doivent être tout le temps à la traîne. Une nation cherche à donner une égalité des chances à tous ses enfants, à tous les citoyens. C'est ça l'école républicaine. J'adhère à ces préceptes républicains, mais vous savez, dans la Constitution, on nous dit que les chefferies sont là et ces chefferies vont continuer, les secteurs vont continuer et les chefs vont continuer à se succéder, disons, ceux qui normalement doivent prendre la responsabilité des chefferies. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui peut accéder à la direction d'une chefferie. Vous voyez, tout ça est bien réglementé. C'était un peu dans cette perspective-là. Je me disais, comme dans l'école républicaine, on peut créer une école nationale de droit et d'administration, l'ENA ou l'ENDA. De même, comme dans la Constitution, il y a des chefferies et des secteurs, autant préparer dans ce secteur-là des gens qui seront à même de bien gérer la chose. Mais ce n'est pas parce qu'on est né fils des chefs qu'on a des aptitudes ipso facto à l'administration. On laisse donc et les fils des chefs et les fils des paysans entrer à l'école nationale d'administration et on verra bien si les fils des paysans sont moins intelligents que les fils des chefs. La question n'est pas d'être moins intelligent, la question c'est qu'un fils de paysan ne pourra jamais